is full of surprises. Consider the fate of this creature's poor mother. Struck down in the 4th month of her maternal condition by an elephant, a wild elephant. Struck down on an uncharted African isle. The result is plain to see, ladies and gentlemen. The terrible Elephant Man. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Playing. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut Sofiane. La baisse. Chouïa. Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois... Oh, c'est vrai qu'il s'est passé des trucs. On a vu Kyle MacLachlan. Ouais. Avec Charlotte Bloom qui présentait tout ça. Ça, c'était au festival du film des Champs-Élysées. Ouais. On a assisté à une petite masterclass de Kyle MacLachlan. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était super intéressant. Mm-hmm. Il était charming comme jamais. Ouais. Vraiment. Ouais, agent Cooper, quoi. Ah oui, vraiment. Mm. Ensuite, on a regardé l'épisode 8 de la saison 3. Ouais, alors c'est un bon épisode. Sans deck. Alors, les gens qui n'ont pas encore vu... On en parlera plus tard. On en parlera. Mais même de toute façon, la masterclass, on en parlera quand Charlotte nous rejoindra. Oui. Sûrement au début de la saison 2 de Twin Peaks. Ouais. C'est ça qu'on organise là. Et voilà, mais là on est là pour parler de Elephant Man. Ouais, The Elephant Man. Oh, avant on a aussi eu un tweet qui a été viral. Ah oui. Oui, alors Sofiane, dis-moi, t'as fait le buzz sur Internet. J'ai fait le buzz sur Internet. Le podcast s'est retrouvé, enfin en tout cas le compte Twitter du podcast s'est retrouvé dans quelques publications comme Vulture et Heavy Club, ouais, Pace Magazine. Ouais. Pour deux threads Twitter. Ouais. Que t'as fait. Ouais, les gens qui nous suivent pas sur Twitter et qui parlent pas anglais, vous ratez quelque chose. Non, en plus c'est un truc très spécifique qui fera rire qu'une sorte de partie de la population, et donc j'étais un peu étonné que ça parte, que ça aille aussi loin. Ouais, des blagues sur Drill, donc Drill qui... Comment expliquer Drill ? Drill, c'est un compte Twitter humoristique, donc c'est tenu par quelqu'un qui tweet en faisant un personnage en fait. Et c'est vraiment, on peut pas vraiment le... Ça s'appelle le Weird Twitter. Voilà, le Twitter de l'étrange. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. En gros, c'est un gars qui tweet un peu comme un beauf américain, vraiment, Ouais. Mais c'est vraiment, ses tweets sont incroyables. Je crois que c'est certainement, en tout cas moi, l'un de mes comptes Twitter préférés, même si j'ai tendance à l'oublier. Ouais. Et m'en rappeler une fois par an. et pendant genre 1 heure, je scroll et je regarde tous les tweets et je fais putain, c'est du génie. Et donc du coup, ce que t'as fait, c'est qu'en fait, t'as associé des tweets de cette personne-là à des personnages de Twin Peaks. Ouais. Et ouais. Et ouais, donc ça allait assez loin. Ouais. C'est parti assez loin. Ça a pas mal tourné. Ouais, ça a pas mal tourné. Donc on se retrouve dans Vulture, quoi, qui est une publication en ligne américaine sur la comédie, la pop culture et tout ça, quoi. Ouais. Bah ouais. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup de followers aussi maintenant. Oui, qui sont la plupart anglophones, donc bienvenue. Je pense que vous nous écoutez tous ça bien. Ça m'étonnerait qu'ils nous écoutent. Non, on a nos 50 Français et on les aime. On vous aime, merci d'être là les gars, vous êtes les vrais. On continue le podcast pour vous. Bah oui. On continuera peut-être à faire des blagues sur Twitter pour les autres, histoire Oui, on n'exclut pas de faire peut-être... Je suis en train de me retourner le cerveau depuis 3-4 jours à trouver des blagues. Faut que je trouve des blagues. Ah, la pression. Mais oui, donc voilà ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Pas mal de trucs. Quand même. Mais bon, là, on va être un peu plus sérieux. Oui, voilà. Donc, soyons plus graves. Soyons plus cahiers du cinéma. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler du film Elephant Man de 1980. De David Lynch. C'est un film qui ressort dans sa filmo quand même. Oui. C'est son film le plus grand public, ou en tout cas le plus académique, qui sort après son film le plus avant-gardiste et surréaliste. Mais il fallait oser le faire quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas un projet genre oui. genre biopic où tu te dis ça va être Oscar tout de suite.
Ouais. Même maintenant, si ça avait pas existé, si ce film n'était pas sorti, et qu'on me disait, tiens, il y a tel réalisateur qui va faire Burton qui va faire un biopic sur John Merrick ou Joseph Merrick, l'Elephant Man, ben je ferais, oulala, ça va être une catastrophe. Starring Johnny Depp. Pour relancer sa carrière, tu sais. Les deux qui reviennent là. Et là, il a un nouveau chapeau qu'il a jamais eu. Il arrive avec 5 écharpes autour de son cou. Une par décennie. Déguisé en éléphant, vraiment. Voilà. Il me trompe. Oh mon dieu, quel cauchemar. Non mais oui, c'est vrai que c'est un film, quand on regarde la carrière de Lynch, quand on met Lost Highway, Mulholland Drive d'un côté et qu'on regarde The Elephant Man, bah c'est quand même, c'est différent quoi. Mais ça ouvre une porte à ce qui aurait pu être. Voilà, s'il était resté, et je crois qu'on pourra en parler avec Dune, c'est que Dune l'a très vite calmé sur... donc là, avec Elephant Man, il s'est dit, tiens, je vais faire un film plus ou moins de studio, avec un script que j'ai pas moi-même écrit du début jusqu'à la fin, où il y a des gens qui interviennent sur ma vision, et ça se passe bien. Et on en parlera dans l'épisode prochain, que ça n'a pas été le cas pour Dune. Ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, il a dit... Mais c'est intéressant, il y a certains réalisateurs qui ont fait presque toute leur carrière sur un pour le public et un pour moi. Scorsese, Spielberg. Ouais. C'est les deux gros exemples, quoi. Ils font vraiment un film pour eux et ensuite un film pour le public. Il va faire Silence et là il va faire The Irishman, avec vraiment le film que tout le monde voulait voir. Tu vois, c'est genre, ils sont toujours un peu à faire ça, alors que Lynch c'est devenu... Il commençait un peu à faire ça au début et ensuite c'est vite devenu un film pour moi, un film pour moi. En fait, il a fait un film pour moi, un film pour eux. Allez, un film pour eux. Hell no! Je ferai plus jamais de film pour eux. Il est parti dans les bois en courant. Voilà. Donc ce film est adapté des mémoires de Frederick Treves, donc le médecin qui s'occupait de Merrick. C'est ça, le bouquin qui s'appelle The Elephant Man and Other Reminiscences. C'est intéressant, la dénomination de John, qui est dans le film, ça vient du mémoire. Ouais. Mais le vrai nom de Merrick, c'est Joseph. C'était Joseph, voilà. Donc on dira Joseph dans l'épisode. Le film est aussi adapté de In Part on the Elephant Man, A Study in Human Dignity, de Ashley Montagu. Yes. Sacré nom. Et pas sur la pièce de théâtre qui avait été écrite sur The Elephant. Non, ils ont porté plainte. Oh. Ils ont porté plainte contre le film. Je sais pas ce que ça a donné. Mais eux, ils avaient eu l'idée de la pièce de théâtre. Ouais. Et au même moment, le film s'est monté. Et ils se sont dit, mais on a eu l'idée en premier. Sauf que c'est une idée que, c'est un truc dans le domaine public, les Fantman, tu vois. C'est une histoire qui appartient à l'histoire de l'humanité. C'est pas comme si t'avais fait une pièce de théâtre vraiment originale. Tu fais Mulholland Drive en pièce de théâtre. Oui. Film, tu vois. Il y a Lynch qui arrive. Hey. D'accord. Ah, je savais pas. D'ailleurs, tu sais que elle tourne à Paris, The Elephant Man, la pièce de théâtre. Ah non? Tu sais qui joue Joseph Merrick? Non. Joe Star. Viens, on va la voir. Allez, on plaque tout. Non, viens, allez. Michel fait le podcast. Ouais, c'est même pas une blague. Non, mais je suis sérieux en plus. Viens, on va la voir. Alors qu'il y a quoi? Il y a 20 ans, Jamel Debbouze faisait du... Quand il faisait du stand-up, il faisait un sketch sur le fait que Joe Star c'était l'Elephant Man et tout. Putain, mais... Ok, je suis un peu intéressé. Voilà, je le dis. Voilà. Revenons à David Lynch. Donc allons dans l'époque victorienne. Oui. Tout ce que ça implique, les petites caloches, comment ça s'appelle? Les petites caloches, d'accord. J'ai inventé un mot. Oui, les calèches, je sais pas, oui. L'avant-voiture, la révolution industrielle. Voilà. Les rues sales, les freak shows. Jacques Léventreur. Oui. Même époque. Ouais, exactement la même époque. En même temps que Merrick était dans sa chambre d'hôtel, il y avait Jacques Léventreur qui faisait son truc. C'est-à-dire tuer des prostituées. Voilà, c'était ça son truc. Et donc oui, c'est intéressant quand même le choix de David Lynch, mec très américain, pour un drame victorien. Ouais, il n'y a pas plus American Boy que David Lynch. Ouais. En regardant le film, je me suis dit que Burton, on en a déjà parlé, mais Burton a dû être dégoûté que ce film a été fait avant que lui se lance dans... Parce qu'il s'est lancé un peu plus tard, pas très longtemps plus tard. Là, à cette époque-là, il bossait à Disney encore, je pense. Ouais, voilà. Et il a dû voir ce film et faire merde, il était fait pour moi ce film. Moi en fin de carrière qui a plus d'idées. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais il a fait un peu son Elephant Man avec Edouard aux mains d'argent.
Ouais, c'est vrai, c'est le même thème. Hein. C'est le même thème, le outsider qui est ouais, c'est ça. Qu'on apprend à connaître et qui en fait est un petit amour qui est juste timide. Et, Donc comment le film est arrivé dans les mains de Lynch, c'est un peu intéressant. Mm-hmm. C'est le producteur Jonathan Sanger qui reçoit le script de sa babysitter. Un script signé de Christopher Devore et Eric Bergam, qui n'ont pas fait grand-chose depuis. Non, ils étaient étudiants à l'époque où ils l'ont écrit, du coup. Ah, ok. Et donc Sanger montre le script à Mel Brooks, avec qui il travaillait comme assistant réel à l'époque. Et Brooks, il décide de financer le film via Brooks Films. C'est son truc où il produit tous ses propres films les mêmes. Mm-hmm. Et en plus, de temps en temps, il fait un film sérieux. Et là, c'était un peu son gros premier film sérieux qu'il essaie de faire, Mel Brooks. Alors, pour les gens qui ne savent pas qui est Mel Brooks. Oui. Alors, Mel Brooks, c'est un génie de la comédie. Hein. On ne peut pas le dire autrement. C'est la comédie américaine. T'enlèves Mel Brooks, il manque un truc. Quoi. Ouais, c'est un tiers de l'histoire voilà. Du cinéma de comédie américain. Il a commencé avec la série Max la Menace. Ensuite, il a fait des films comme, je vais en oublier certains, Les Producteurs, Young Frankenstein, enfin Frankenstein Jr. en français, si je ne me trompe pas. Blazing Saddles, je me rappelle plus. J'ai pas le titre français du tout en tête. La folle histoire du monde. Mm-hmm. Et Spaceballs. La folle histoire de l'espace. Voilà, film que je n'aime pas du tout. Film que je n'ai jamais fini. Ah, voilà. Mais on embrasse tous les fans de Spaceballs. Dans cette petite liste, c'est quoi ton préféré ? Eh ben, moi j'hésite entre. Je pense que je choisirais Young Frankenstein. Moi aussi, je pense. Mais. On se serre la main. Non, enfin, on se tape dans la main bizarrement. Awkward slap. genre deux mecs blancs qui essaient de faire un high five. Attends, on réessaye. Ouais. Yes. Donc, One again, Beastie Fly. Donc, ouais, Young Frankenstein, c'est ton préféré ? Ouais. En plus, il est beau à avec regarder. Gene Wilder. Yes. Génial. Gene Wilder. Mm. Et Marty Feldman. Et c'est quoi ton deuxième que presque... Blazing Saddles. Ok. Moi, c'est Les Producteurs. Bah, celui-là, je l'ai pas vu, tu vois. Ah, j'aime beaucoup Les Producteurs. D'accord. Wilder aussi, non ? Toutes les chansons en allemand et tout, ça me... Alors, ça a été un peu les premiers à prendre Hitler, en dehors du dictateur de Chaplin, bien sûr. Mais les premiers à prendre Hitler, à faire chanter, danser, des trucs dans le genre, quoi, tu vois. Okay. Et ça marche. Et ça marche beaucoup. Avec Brooks Film, par la suite, il va produire La Mouche de Cronenberg. Je savais pas. Mais oui. C'est deux gros films qu'il a produits en dehors des siens. Incroyable. C'est Elephant Man et La Mouche. Bah merci Mel Des Brooks. films chelous. Hein. Bah oui, non mais c'est ouais. Donc ouais, on comprend vraiment que Mel Brooks, il voulait juste montrer que alors ok, Mel Brooks c'est la comédie, mais Brooks Film c'est d'autres trucs, voilà. Et il n'hésitait pas à aller il enlevait son nom à chaque fois de la liste des producteurs pour pas qu'on pense que c'est une comédie. Si on voit Mel Brooks, il a fait pour et donc il l'enlève dans Elephant Man, mais il n'y a pas son nom dans le générique. C'est une des rares personnes à avoir un EGOT. Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Ah ok. Ouais. Je pensais que c'était... Oui ok. Très bien. Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Ok, waouh. Ouais. Wow. Genre, je crois qu'il y a Oprah. Si je me trompe pas. Hein. C'est juste un club avec eux deux. Ils ont rien à se dire. C'est Oprah qui ont rien à se dire. D'accord. Look under your chair. Et ouais, donc c'est Mel Brooks, quoi. Ouais. On vous conseille de regarder ces films, hein, tout simplement. Ouais. Si vous voulez un peu vous marrer. Et du coup, en faisant des recherches sur Elephant Man et sur comment s'est passée la production de ce film, etc., et ben Mel Brooks, en plus d'être un génie de la comédie, ça a l'air d'être le mec le plus sympa du monde. Ouais. C'est genre un mec bien, quoi. Il a vraiment, à tous les niveaux... Super bien. Il y a un moment, la femme de Lynch était pas bien, elle était à l'hôpital, il a payé les frais de l'hôpital. Ouais, elle était enceinte et elle était mal, et c'est lui qui a tout payé. Bon, on en parlera, je pense. Ouais, on en parlera plus tard dans le film. À chaque fois quand on a une anecdote, il y a un moment où Mel Brooks, il est sympa. Voilà. Donc, on en parlera. Parlons de David Lynch. Oui, mais alors comment il est atterri sur le projet ? Alors, il a la trentaine. Ok, ouais. Oui, on a essayé de faire des comptes pour savoir quel âge exactement il avait. Mais on est nul en maths. Soit 33, soit 31, soit 34. Voilà, entre 31 et 34. On peut vous donner une fourchette. Voilà, la fourchette. Donc, il bosse sur Ronnie Rocket, dont on a parlé dans nos épisodes sur Twin Peaks. C'est ça, un de ses fameux projets qui a jamais abouti. Voilà, son projet qu'il voulait faire avec Michael Anderson de Twin Peaks, qui joue The Man from Another Place. Voilà. Le nain qui fait des claquettes. Pas des claquettes. Je sais, mais j'avais envie de le dire.
Et donc ce projet Ronnie Rocket ne verra jamais le jour. On peut trouver le script sur Internet et nous on a découvert ça aujourd'hui que le script était sur Internet, Oui, donc on n'a pas eu le temps de le lire. Non, mais on le lira et on fera un 4, épisode dessus. On fera pas un épisode en entier sur Ronnie Rocket, mais on en parlera. Quand on fera un épisode sur tous les projets qui n'ont pas abouti. Tous les projets abandonnés de Lynch, il y a on a quoi faire. Il rencontre Stuart Cornfeld qui bosse pour Mel Brooks. Et d'ailleurs, il reçoit un coup de téléphone. Enfin, il manque le coup de téléphone. C'est Mary Fisk, sa femme de l'époque, qui reçoit le coup de téléphone. Quand il rentre chez lui, elle lui dit il y a un homme qui s'appelle Stuart Cornfeld qui a essayé de t'appeler. Et lui, il est fasciné par le nom. Il fait c'est génial, un mec qui s'appelle Stuart Cornfeld. Il dit pendant plusieurs jours, je disais à des gens j'ai reçu un appel de Stuart Cornfeld. Bref, il le rencontre. Attends 2 secondes. Ouais. Il lui dit un truc. On s'est marré quand il a dit Mary Fisk. Oui. Parce que là, on écoute sa biographie. Ouais. Et c'était sa femme, Mary Fisk. Oui. Sa deuxième femme. Sa deuxième femme, ouais. Et qui était donc du coup la meilleure amie. Non, la sœur de son meilleur ami d'enfance. La sœur de son meilleur ami d'enfance. Voilà. C'est ça. Dont le père l'a mis dans l'art. Ouais. Il l'a lancé dans l'art et lui a dit tu peux être peintre si tu veux. C'est ça. Il a dit putain, c'est une option. Voilà. Et donc, mais le truc, c'est que dans la biographie, dès qu'il parle de Mary. Il dit pas Marie, il dit pas ma femme, il dit pas ça, il dit Mary Fisk. On dirait que c'est encore la sœur de son meilleur pote dans sa tête, tu vois, et donc il l'appellera toute sa vie Mary Fisk. Depuis le divorce, il est limite c'est Madame Fisk. Madame Fisk. C'est genre vraiment... Rien à voir. Voilà. Donc vas-y, reprends, excuse-moi. Donc voilà, donc finalement il rencontre ce Stuart Cornfeld qui lui propose plusieurs scripts, qui lui en propose 3. Et donc Lynch il lui fait, vas-y, je t'écoute. Et le premier qu'il énumère, c'est Elephant Man. Et David Lynch fait... Banco, le nom, rien que le nom me fascine, etc. Et donc du coup il lui dit c'est parti. Et du coup il lui file le script et il le lit et tout ça. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec le script. Mel Brooks took a chance on me. All I had done was Eraserhead. Unbelievable that Mel Brooks loved Eraserhead. Pour lancer Brooks sur le projet. Ouais. Il demande à voir Eraserhead avant. Oui, c'est ça. Avant d'accepter Lynch comme réal, parce que lui, il avait comme idée. Merde, comment il s'appelle le mec qui a fait The Wall de Pink Floyd et tout. Alan Parker. Ok. Il voulait Alan Parker. D'accord. Et qui est un très bon réal aussi de son côté. Mm-hmm. Et donc il aime bien au final Brooks. C'est assez drôle d'imaginer Mel Brooks en train d'aller voir Eraserhead et de se dire justement c'est ce fameux Stuart Cornfeld qui lui dit non, j'ai un gars en tête qui s'appelle David Lynch, il a fait un film qui s'appelle Eraserhead, il faut que tu le vois. Et c'est à ce moment là que Lynch il a fait écoutez, c'était sympa d'être sur le projet pendant 5 minutes adieu parce qu'il était persuadé que Mel Brooks il détesterait. Donc du coup, il projette Eraserhead dans les locaux de la Fox, où je sais plus exactement où ils se donnent rendez-vous. Mais pour une raison que on ignore, Cornfeld et Lynch étaient pas pendant la projection, ils étaient dehors, ils attendaient dehors. Et au moment où le film se termine, Mel Brooks sort, il se dirige droit vers Lynch et il lui fait "You're a madman, you're in." Donc t'es absolument fou et t'es accepté, quoi. Je te prends, c'est génial. Et en fait, non seulement il a aimé, mais direct il lui file le boulot, quoi. Donc c'est vraiment quand on voyait Eraserhead, ça prouve que Mel Brooks il a l'œil, quoi. Ouais, il s'est dit il aime bien les freaks, je sais pas. Le film obtient un budget de 5 millions de $. Le rêve de Lynch, c'était de s'occuper du maquillage de John Merrick, donc de faire lui-même toutes les prothèses, etc. Ah ouais, il avait fait le bébé d'Eraserhead. Ouais. Pour lui, cette partie faisait aussi partie de son boulot. Ouais. Et on lui a dit non, t'es réalisateur, c'est bon, il y a des gens qui sont payés pour ça, mais il a insisté. Il y a même Mel Brooks qui lui a dit écoute, qui lui a dit ça, quoi. Et ça n'a pas vraiment marché pour lui. Ouais, non, il s'est installé pendant plusieurs mois en Angleterre avant le début du tournage pour pouvoir commencer à faire des tests de maquillage, etc. Et ouais, ça n'a pas du tout marché. Jennifer Lynch, la gamine de Lynch, oui. Il lui a servi de modèle, oui. De modèle, de buste pour construire. Je sais pas quel âge elle avait à cette époque-là. C'était peut-être une préado, même pas. Ouais. et savoir qu'elle avait fait les cris du bébé dans Eraserhead, ouais. Apparemment. On n'est pas sûr à 100%, mais ce serait peut-être le cas. Donc là, en plus, elle a servi de modèle pour... ça devait être sympa d'avoir Lynch comme père, hein, je veux dire. Déjà, il est pas souvent là, apparemment.
se concentre sur son boulot. Là, en plus, il était dans des périodes difficiles où il dormait pas, et il faisait des cauchemars toute la nuit, et il disait que le cauchemar était mieux que la réalité. Alors, ouais, ça, c'est les 4 jours qui ont suivi le refus de son maquillage, où il a fait une grosse dépression, courte mais intense. Et donc, j'imagine Jennifer Lynch qui doit, en plus, et elle a adoré passer du temps avec papa au boulot. Enfin, je passais un peu du temps avec, et quand tu écoutes le truc, c'est un peu triste. Ouais, c'est trop triste ce qu'elle dit. Je me souviens, j'avais des pailles dans le nez pour respirer. C'était trop bien de pouvoir le voir travailler, et ça prouve à quel point elle avait besoin de le voir. Et tout et chaque minute qu'elle pouvait passer avec lui, c'était trop bien parce que quand on écoute ou qu'on lit sa biographie, on n'a pas l'impression que c'était un père très présent, quoi. En tout cas sur ses premiers gosses. Voilà. Mais bon, donc du coup, tous ces tests de maquillage, ça a pas marché. Donc lui, il fait 3-4 nuits sans dormir. En attendant que Mel Brooks il arrive en Angleterre. Voilà, et Mel Brooks lui dit, tel un grand Mel Brooks, il lui dit c'est pas grave, t'inquiète, on va engager un mec pour ça. Ouais, il y a des mecs pour ça. Il y a des mecs pour ça. Vas-y, toi, concentre-toi sur ton travail de réalisateur. Ouais. Alors que Lynch était déjà prêt à être viré. Ouais, il était persuadé que Mel Brooks arrivait pour lui dire, je te vire du projet parce que t'es pas capable de faire ça. Alors que lui, Brooks, il avait adoré Lynch tout de suite. C'est bon, quoi. Donc c'est Christopher Tucker, Chris Tucker, qui finira par s'occuper du maquillage. Ouais. Il a bossé sur les scènes de la cantina de Star Wars. Oh. Et le fantôme de l'opéra. Donc il était dans son élément, quoi. Que ce soit dans les deux films, tu te dis mec, Elephant Man. Quand tu vois certains trucs de la cantina... Quand tu vois le diable de la cantina. Pas le diable, je penserais pas au diable, je penserais pas non plus au Spaceman. Non. Ou Wolfman aussi. Oui, qui est là. Et le maquillage mettait 7 heures à être appliqué, basé sur sur un plâtre du vrai Merrick. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait alors je sais pas si c'était un musée ou quelque chose qui avait ce moule du visage de Merrick. C'est une école. Ouais. Et Lynch est devenu pote avec le gars qui tenait ça, et du coup ils l'ont prêté. Ouais. Et alors c'est un des joyaux de leur couronne, en gros. Ouais. C'est genre c'est le plâtre de l'Elephant Man, tu peux vraiment voir à quoi il ressemblait, etc. Et ils lui ont juste prêté comme ça. Ça vous dérange si je le prends? et voilà, quoi, du grand Lynch. Donc plusieurs couches de silicone, de mousse, de plâtre. Ouais. Bon, je vais la refaire. La catégorie Best Make-up des Oscars a été créée en 1981 en réponse au travail de Tucker. C'est ça. Il a tellement révolutionné le truc avec son travail sur Elephant Man, parce que vraiment, il est vraiment bien fait, quoi. Pour avoir vu beaucoup de photos, beaucoup de dessins, de trucs dans le genre, du vrai Elephant Man, ils ont vraiment fait un boulot de... Vraiment top. Et en fait, le truc, c'est que à l'époque, enfin jusqu'à en 81 avec la création de cette catégorie, c'était en fait une sorte d'Oscar spécial qui était un peu fourre-tout. Ouais. Les gens de l'industrie ont gueulé que ça soit pas Tucker qui ait gagné dans cette catégorie. Du coup, ils ont créé cette catégorie parce que jusque-là, il y avait que 2 films dans cette catégorie fourre-tout qui avaient gagné l'Oscar pour leur make-up, en fait. Il y avait La planète des singes de 68. Et il y avait Les 7 visages du docteur Lao pour une bonne yellow face des familles. Donc voilà. Mais on y reviendra dans la saison 2 de Twin Peaks. Et oui, malheureusement. Et le premier à gagner l'Oscar en question, du coup, qui a été créé grâce à Tucker, c'est Rick Baker pour An American Werewolf in London de John Landis. Ok. Sacré Landis. De 81. Voilà pour la petite page Oscar. C'est pas fini niveau Oscar. Hein. Non, effectivement. Non. Pour le rôle de Merrick, le choix original pour Lynch, c'était Jack Nance. Ouais, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Voilà, acteur d'Eraserhead, de Twin Peaks et de presque tous les films de Lynch jusqu'à sa mort. On en a parlé pas mal on a parlé de sa vie mouvementée dans le dernier épisode. Ouais. Et pour Mel Brooks, le choix number 1, c'était Dustin Hoffman. Yep. Et au final, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit pourquoi on prend pas quelqu'un de pas très connu qui a fait du théâtre ou un truc comme ça. Et donc ils ont trouvé John Hurt, qui est parfait dans le rôle. On y reviendra un peu plus tard, j'imagine. Ouais. La musique est signée John Morris, qui a bossé sur tous les films de Brooks et qui plus tard fera la musique de Dirty Dancing. Incroyable. Je ne savais pas. Je passe d'Elephant Man à Dirty Dancing. Waouh. Ouais, c'est voilà. La musique, j'aime bien. Oui.
Un petit côté carnaval. Ouais, moi j'ai noté que. Triste, Burton. Voilà, dès l'entrée, on dirait le Danny Elfman de Édouard aux mains d'argent. Yeah. Et je me demande jusqu'à quel point ça n'a pas justement influencé Burton pour donner cette direction-là à Elfman quand il a fait son Édouard aux mains d'argent. Quoi. Moi, tu me prends du Elfman et tu mets avec la musique de Usual Suspects. Il y a des gens qui vont me dire de quoi tu parles, ça n'a rien à voir. Mais tu mets les deux ensemble, ça fait la musique d'Elephant. D'accord. Voilà. J'ai essayé de te faire écouter tout à l'heure, mais il n'y avait pas assez de son, donc ça ne passait pas. Le directeur de la photo, oui, il s'appelle Freddy Francis. Il a commencé directeur de la photo avant de devenir réalisateur dans les années 60. Réalisateur des films de la Hammer. Et on a réalisé un paquet. Ouais. Donc j'en ai noté quelques-uns comme Le Train des Épouvantes. Incroyable. The Ghoul. Super, continue. L'Abominable Homme des Cavernes. Les Contes aux limites de la folie. Oh. Voilà. Et le dernier que j'ai noté, c'est Son of Dracula, avec Harry Nilsson, un chanteur que j'adore, c'est vraiment un de mes chanteurs préférés, top 5 de tous mes chanteurs préférés. Et un autre gars que j'aime bien, Ringo Starr, qui joue le rôle de Merlin l'Enchanteur. Génial. Voilà. Ouais, il a fait 2 Dracula avec Christopher Lee dans le rôle de Dracula. Ah ouais? Ouais, il a fait Dracula has risen from his grave, qui en français, Dracula et les femmes. Dracula et les femmes. Dracula et pécho. C'est la version française. Rocco Siffredi dans Dracula et les femmes. Et oui, du coup, il a pas mal bossé avec Lynch ensuite, puisqu'il a été directeur de la photo donc sur Elephant Man, sur Dune et sur The Straight Story. Ouais. Qui sont en fait ces films les moins Lynch en fait, si j'ai presque envie de dire, les plus. Quand il y a besoin d'un truc normie, voilà. Un truc pour les normies, il se dit allez hop. Mais je voudrais noter un truc, c'est que Freddy Francis, il a été DA pour l'un de mes films d'épouvante préférés, qui s'appelle The Innocents de 1961, qui est un chef-d'œuvre du film d'épouvante un peu gothique, où c'est l'histoire d'une gouvernante qui arrive dans un manoir pour s'occuper d'enfants. C'est une histoire de possession, mais genre pas du tout, genre l'exorciste et tout. C'est vraiment du film gothique où c'est plus suggéré et tout, de l'ambiance, et la photographie est à tomber par terre. Donc vraiment, quand tu vois ça et quand tu vois The Elephant Man, tu fais le mec il sait ce qu'il fait. Hein. Et juste une petite anecdote. Donc encore ce bon vieux Kornfeld et Lynch, ils hésitaient pour le directeur de la photo entre Freddy et un autre gars. Et ils n'arrivaient pas à choisir. Du coup, ils se sont dit, on va tirer à pile ou face. Et ils ont dit, face c'est Freddy et pile c'est l'autre. Ils ont jeté la pièce, c'est tombé sur pile. Ils se sont regardés, ils ont fait non. Et du coup, ils ont choisi Freddy Francis. Il a eu un Oscar, lui, pour Glory. Et il a aussi bossé sur le remake de Cape Fear de Scorsese. D'accord. Ouais. C'est le film qu'il a fait un peu plus tard dans les années 80. Tu l'as vu? Nope. Il a vraiment un look, ce film. Ouais. Ok. Vraiment un look. D'accord. Ouais. Parlons de John Hurt un peu. Ok. Ouais, bonne période pour John Hurt. Hein. Bonne période pour John Hurt. Alors, il a commencé avec Midnight Express d'Alan Parker en 78. Ça a été écrit par un jeune Oliver Stone. Ok. Ouais. Sur un mec qui se retrouve en prison en Turquie pour avoir essayé de passer du shit à la douane. Histoire classique. Nominé aux Oscars, au BAFTA et au Golden Globe pour ce rôle. Ouais. Le film est très très difficile à regarder, mais est aussi très 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 raciste envers les Turcs. Ok. C'est-à-dire que tu le regardes aujourd'hui, tu vas faire ah putain, ouais, c'est quand même limite sur les bords. Okay. La représentation du peuple turc dans ce film, c'est pas voilà. Bon. Mais c'est un film important. Ok. Un an plus tard, il fait un petit film qui s'appelle Alien. Inutile de présenter sa scène mythique avec le chestbuster. On dit comment en français le chestbuster? Le déchireur de poitrail. Déchireur de poitrail. Hey. Il a été nominé au BAFTA pour ça. Ok. C'est un petit rôle pourtant, mais il vend tellement bien. Il est bien. Il hurle, il scène. Et l'année d'après, il fait Elephant Man. Ouais. Lui, il devait arriver à 5h du mat tous les jours pour mettre son maquillage, etc. Il pouvait pas manger toute la journée. Et il le quittait à 22h le soir. Ouais. Quittait le boulot à 22h le soir. Et il s'est pas plaint. Il a déclaré à sa femme pendant le tournage que ce film aura réussi à lui faire détester d'être acteur.
Bravo David Lynch. T'as pris un mec bien chill. T'as pris un mec adorable. T'as réussi à le faire détester sa profession. Bah ouais, attends, c'était 7 heures de maquillage, 2 heures pour l'enlever. Bon, heureusement, il bossait pas tous les jours. Ils arrivaient à... Et puis, il y a une partie du film où il a un truc sur la tête et j'ose espérer qu'il lui faisait pas faire 1000 heures de maquillage pour finalement lui foutre un sac sur la tête. Mais c'est quand même intense. Hein. Pour le film, il a été nommé aux Oscars à nouveau, au BAFTA, au Golden Globe. Donc là, vraiment, 2-3 années vraiment au top. Quoi. Considéré comme le meilleur acteur du monde par David Lynch. Oh, je savais pas. Ouais. D'accord. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas travaillé ensemble par la suite, parce que j'aurais pu le voir. J'aurais pu le voir dans les films de Lynch. Carrément. Il a peut-être pas fait assez de films grand public comme de films de normie. Comme s'il en avait fait plus, peut-être qu'il aurait donné plus de rôles à John Hurt. Ou les rôles de Harry Dean Stanton, tu vois. Peut-être que... Ouais, aussi. Ouais. Par la suite. En 1984 est sorti un film qui s'appelle 1984 sur une adaptation du livre 1984. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui jouait le rôle de Winston Smith, le rôle principal. Je m'attendais à ce que tu me dises, il jouait le rôle de 1984. Il a un petit rôle crucial dans la Harry Potter. Oui, Ollivander. Exactement. Donc il revient dans 3-4 Harry Potter. Il a un petit rôle mais crucial dans Doctor Who. Où il joue le Ward. J'allais venir, c'est son dernier rôle, donc on a le temps. Excuse-moi. V for Vendetta. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Indiana Jones 4. Ah, que j'ai malheureusement pas vu. Sérieux ? Ouais, j'ai pas vu. Oh, il va falloir qu'on le regardera. Ça. Hellboy, où il avait un rôle dans les Hellboy. Donc il a fait du blockbuster sur la fin de série. Et Tinker Tailor Soldier Spy. Tinker Tailor Soldier Spy. Pardon. Et donc le War Doctor dans Doctor Who, qui est un de ses derniers rôles. Je crois vraiment un de ses tout derniers rôles. Superbe. Petit, mais très... Tu regardes Doctor Who, toi ? Ben, j'ai regardé assez peu. J'ai regardé le Docteur 9, le 10 et le 11. J'ai pas regardé celui de Peter Capaldi. Ok. Et j'ai vu par contre le special où il y avait le War Doctor et tout ça. D'accord. Qui était très chouette de voir David Tennant et... David Tennant qui met un fez. Yes. Petit fun fact sur John Hurt. Il détient le record d'avoir joué le plus de personnages morts à l'écran. C'est vrai ? Record mondial. Waouh. 43 morts. Ok. Ouais. Donc seul Sean Bean, il peut aller se rhabiller, hein, je te le dis. Parce que lui, il en a pas 43, il en a beaucoup. C'est vrai que c'était... Mais Internet a fait tout un mème autour de ça. Sean Bean meurt dans tous les films. 43, non, il y est pas. Hein. Je sais plus. Je suis vraiment désolé pour cette question. Il est encore avec nous, John Hurt ? Non, je disais justement que c'était son dernier rôle, Doctor Who, etc. Oui, il nous a quittés en 2017, j'y venais. C'est ça. Ouais, il nous a quittés en 2017 et voilà, très grand acteur. Qui a su faire un peu de tous les genres de films pour toucher un peu toutes les générations et ce genre d'acteur anglais qui s'est démerdé à être un peu partout. Et ça m'aurait pas étonné s'il avait... Si, à mon avis, il y a dû à un moment avoir un rôle d'un personnage dans le Seigneur des Anneaux qui lui est passé sous le nez. Ça m'aurait pas étonné du tout. Denethor. Je sais pas, peut-être à cette période-là, c'était peut-être un peu tard pour Denethor. Ouais, sinon ce serait Gandalf ou Saruman. Gandalf surtout, je pense. Saruman, ça peut... Gandalf ou alors un petit hobbit, le mec qui tient la taverne, le poney fringant, quoi. Le poney fringant. Parlons de quelqu'un dont on n'a pas vraiment besoin de présenter entre nous, Sir Anthony Hopkins. Sir Lady Anthony Hopkins. Sir Lady Anthony Sir Lady Earl. Lord. Earl, Lord. Duc. Ok. Un Oscar pour Hannibal Lecter. Dans le Science des Agneaux. Oui, bien pas sûr. Hannibal. Ah non, j'en sais rien. Pour le rôle d'Hannibal Lecter. Ouais. 3 BAFTA, 2 Emmy et un Cecil B. DeMille Award. Incroyable. Et c'est même pas lui qui a le plus gros CV dans le casting dont on parle aujourd'hui. Je pense savoir qui c'est, mais on en parlera. Entraîné à la Royal Academy of Dramatic Art of London. Repéré par Laurence Olivier. Évidemment. Non, bien sûr. Qui d'autre? Nommé meilleur acteur de sa génération par Richard Attenborough dans les années 70. Quand je prenais des notes, j'avais une petite larme qui coulait en même temps.
Mais il est surtout connu aux yeux du public pour avoir incarné Hannibal Lecter dans les 3 films. C'est souvent les rôles au cinéma plus que genre. Le Silence des Agneaux, Hannibal et Red Dragon. Thor 2. Oui, on dit bien. Nixon dans le Nixon d'Oliver Stone. Van Helsing dans le Dracula de Coppola. C'est vrai, oui. Odin dans la saga Thor. En grande forme dans Westworld. Ok. La série Westworld, il a un très bon rôle, il est au top. Si tu veux voir du bon Hopkins, regarde Westworld en ce moment, quoi. Vraiment, surtout la première saison. Et il déchire tout sur les réseaux sociaux en mode papy tranquille. C'est vrai ? Ah ouais. Okay. Ah ouais, non, mais si tu veux voir un anglais, un papy anglais en train de faire hey, bonjour Instagram. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes fleurs. D'accord. Voilà. Très bien. Il est au top. Vraiment. Il fait des vlogs de jardinage. Ouais. Sur le tournage, il a un peu clashé avec Lynch, on a appris aujourd'hui. Ouais. Il s'est excusé après. Il lui disait mon personnage, il ferait jamais ça, c'est-à-dire se regarder dans le miroir, en l'occurrence. Ok. Et donc Lynch a fait ok, on va pas tourner la scène comme je veux. Et ensuite Lynch a déclaré qu'il ne fera plus jamais de film si c'est pas lui qui écrit les personnages d'origine. C'est-à-dire il ne fera plus de films sur des personnages historiques ou sur des personnages écrits par d'autres personnes. Il fera toujours des films écrits par lui-même. Ok. Voilà. Et il l'a plus ou moins fait par The Straight Story. Et Dune. Donc il a dû... Donc il a changé... À mon avis, on lui a donné de l'argent. Alors, entre nous, on est... Allez. C'est vrai, Dune, j'y ai pas pensé. Et Hopkins s'excusera par la suite, comme tu nous as dit. Et donc, troisième grand nom de ce casting, c'est Anne Bancroft. Oui. Qui, elle, a donc un meilleur CV. Parce qu'elle a un Oscar, 3 BAFTA, 2 Golden Globes, 2 Tony Awards et 2 Emmy. Voilà. Waouh. Ouais. Elle a été mariée jusqu'à sa mort à Mel Brooks. Voilà, donc la femme de Mel Brooks, c'était lui tout dans l'humour et elle entraînée par Lee Strasberg à la méthode de l'Actor Studio. Entraînée par le vrai Lee Strasberg, vraiment avec James Dean et compagnie. Marlon Brando. Et voilà, elle est surtout connue pour avoir joué Madame Robinson dans Le Lauréat. Voilà. Avec celui qui n'a finalement pas joué, Joseph Merrick. Donc elle est surtout connue pour ça, pour nous. Mais sinon, elle a fait des tonnes et des tonnes de films que là encore, je vais pas me mettre à lister parce qu'on n'a pas fini. Elle a qu'un petit rôle dans ce film-là. Mais c'est intéressant d'en parler quand même. Avant qu'on démarre sur le film, je voudrais juste mentionner une petite personne de l'équipe qui est quand même très 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 très, très importante, qui est la monteuse du film en fait. Parce qu'on a tendance à pas parler des gens qui montent les films, mais ça fait un film quand même. C'est Anne V. Coates, qui a été nommée aux Oscars plein de fois et qui l'a gagné pour avoir monté un petit film de David Lean qui s'appelle Laurence d'Arabie. Donc voilà, je voulais juste la mentionner parce que ça va. Mais elle aussi, si vous jetez juste un coup d'œil dans son CV, c'est pas dégueu non plus. Donc merci Anne. On passe au film ? Ouais. Allez, 40 minutes d'épisode, il serait peut-être temps de passer au film. C'est vrai ? He is English. He is 21 years of age. His name is John Merrick. Gentlemen, in the course of my profession, I have come upon many lamentable deformities of the face due to injury or disease, as well as mutilations and contortions of the body, depending upon like causes. But at no time have I met with such a perverted or degraded version of a human being as this man. Le film commence sur une photo de la mère de Merrick, superposée à des éléphants qui marchent et qui la renversent. Un petit peu l'histoire qu'on raconte autour de lui dans les freak shows. C'est ça. Que c'est comme ça que sa backstory, c'est ça, quoi. Sa backstory de super vilain. Ouais, ça fait très. Ouais. Voilà, c'est que sa mère. C'est des éléphants, donc du coup, c'est l'éléphant de pendant qu'elle était enceinte, et donc voilà. On rencontre Frederick Reeves, donc joué par Anthony Hopkins, qui se promène dans un carnaval et qui rentre dans un freak show. Ouais. Tout le monde est là, il y a même la femme à barbe. Oui, ils sont tous en rendez-vous. À partir du moment où il y a la femme à barbe, c'est que tout va bien. Tu vois, c'est que t'es dans un bon freak show. Je sais qu'on est encore très tôt, mais j'ai envie de juste interrompre ça puisqu'on est dans une foire pour parler quand même de l'inspiration principale cinématographique de ce film, qui est Freaks, de Todd Browning. Ça se voit dans plusieurs scènes. 1932. One of us. Que dire à part que c'est un très bon film, que c'est un film sur du coup toute cette frange, un peu le mode de vie alternatif, les marginaux,
qui faisaient partie des cirques. Donc c'est un film des années 30. Fric, ça veut dire bête de foire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc c'est l'histoire un homme de petite taille qui va se marier avec une actrice jusqu'à ce que les autres gens qui font partie aussi du cirque dans lequel fait partie cet homme de petite taille en fait, soupçonnent cette actrice de vouloir se marier avec lui pour récupérer son argent. Il me semble que c'est ça, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais voilà, et puis en termes de réalisation, en termes de photographie, c'est un très beau film en plus. Donc, Oui, et c'est des vrais acteurs. Enfin, les acteurs, oui. c'est un truc qu'on voit plus de nos jours, quoi. Oui. Un film comme ça. C'est vrai. C'est impossible à faire de nos jours. Et ouais, et puis c'est mémorable. Ils sont à table et tout. Ouais, ils veulent fermer l'attraction car c'est trop cruel, donc on arrive déjà à cette période où c'est. Parce qu'il faut parler des freak shows. J'ai cherché justement, est-ce qu'on en a eu en France ? Oui. Et non. La réponse a été non. Ça n'a jamais existé en France, ça ne nous intéresse pas ce genre de truc. On y reviendra plus tard dans le film pour le coup, mais dans la vérité historique du coup... Dans la vérité historique, j'ai regardé, il n'y en avait pas des trucs comme ça. Ça existait essentiellement aux États-Unis, c'est vraiment le prince là où ça existait vraiment beaucoup, et un peu en Angleterre. Donc forcément dans une grande ville comme Londres, ça existerait, ce serait trouvable. Mais c'était pas un truc non plus. Tu veux dire les bêtes de foire, genre les gens déformés et tout oui. ça. Parce qu'on a eu des trucs bien horribles, shows, extrêmement racistes. Oui. Dans ce délire. Ah oui, on a eu des trucs plus racistes. Oui. Non, je parle du freak show. Là. D'accord. Freak show, comme ça existait c'est Coney Island, c'est ça, je crois, celle où il y a le Grand 8 et des trucs comme ça, c'est Coney Island. Là, il y avait un freak show et j'y suis allé. Et de nos jours, c'est pas grand chose à part 2-3 nains qui se balancent des balles. Et enfin, tu vois, c'est genre. Tu veux dire ça existe encore ? Sauf que maintenant, ça ressemble un peu plus à du cirque où genre on avale des épées, on crache du feu, on fait des trucs. Un peu de burlesque. C'est genre, ils ont mélangé un peu plein de trucs comme ça, mais il n'y a plus le côté on va avoir des frics, quoi. Tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'en France ça existait. T'as déjà vu vraiment des trucs dans l'histoire quand t'as lu et tout aux États-Unis, c'était vraiment un grand truc, j'ai l'impression. Moi, je me souviens bon, c'est pas bien joyeux, hein, c'est un peu une tangente. On en est déjà à 150 heures d'épisode. Mais il me semble que c'était quoi ? C'était la femme Hottentote, qui était une femme africaine qui avait des énormes hanches et tout ça, et qui était baladée dans les foires en France. Et son corps avait été récupéré par un musée en France, etc. Sous Chirac, je crois. Donc ouais, non, des délires bien sympas. Pourquoi on a récupéré son corps sous Chirac ? pour la science. Pour l'exploser, ok. Il me semble. Mais enfin, donc je suis vraiment désolé si je. Non, mais si je me trompe ça, les trucs racistes encore, oui, là il y en a eu. Oui. Ah oui. Bon, l'histoire connu pour. Voilà. Mais je parlais plus, mais c'est vrai qu'elle rentre dans la catégorie fric si elle avait un truc vraiment. Mais c'est vrai que lui maintenant, il y a un nom à sa maladie. La Vénus Hottentote. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il y avait un nom à sa maladie. Maintenant. Ouais. Alors que maintenant, il y a à l'époque, il n'y avait pas de nom à sa maladie. Et c'est très rare. Même encore maintenant, officiellement, on ne sait toujours pas exactement quelle était sa condition. Parce que à l'époque du film, on pensait que c'était la neurofibromatosis. Ou la neurofibromatose, j'imagine en français. Et c'est d'ailleurs le film, une fois qu'il est sorti, il a permis à des associations de gens qui ont cette maladie de récolter des fonds. Jusqu'à ce que quelqu'un, un scientifique, ait émis l'hypothèse que ça soit le syndrome de Proteus. Oui, c'est ça que j'ai entendu. Mais finalement, on sait toujours pas officiellement exactement ce que Joseph Merrick avait lui. Parce que j'ai regardé des documentaires, je mets ça entre guillemets, c'est plus des trucs à la télé, tu vois, des programmes télé, des trucs de la BBC et des trucs du genre, sur Merrick. Et moi, je voulais qu'on s'intéresse à sa vie, etc. Mais non. Ils se sont fait exactement la même connerie que Trives fait dans le film, c'est-à-dire qu'il nous montre ses os, il nous montre ses trucs, voici comment il aurait respiré, voici comment il aurait vécu. À un moment, ils ont mis plein de prothèses sur le corps d'un mec, et ils le font parler comme ça et tout, et il dit c'était la pire expérience de ma vie d'avoir ressenti ça, etc. Il ne pouvait pas respirer. J'étais là, je fais, mais en gros, ils n'ont pas compris ils n'ont rien compris. De nos jours, on n'est pas mieux au final. Non. On reprend exactement le même truc et on fait regardez comme il est chelou. Et voilà. Et t'apprends rien quand t'as fini le truc. Et j'étais un peu énervé parce que j'en ai regardé 3-4 et les 3-4 c'était la même connerie. C'était la même chose. Ceux qui étaient sur YouTube, en tout cas, c'était ça. D'accord. Voilà. Donc pour en revenir au film,
Oui. Ils sont en train de fermer la foire. Ouais. Est-ce que tu sais qui joue l'un des gars qui essaie de fermer la foire? Un petit mec qui s'appelle Frédéric Treves, il se trouve que c'est le petit-neveu du vrai Frédéric Treves, qui lui est acteur. Voilà. Ah, ok. Petit caméo. Et il y avait peut-être Lynch dans la scène. Hein. Non, plus tard. Plus tard, okay. Je te dirai quand. Le noir et blanc magnifique, encore une fois. Hein. Eraserhead nous avait déjà mis le niveau très haut et on continue là. Puis même dans la scène juste avant, il y avait des gros nuages de fumée blanche sur fond noir qui m'ont fait penser. Des pleurs de bébé. Imagine tu ouvres ton film à Oscar là-dessus. Genre tu dis, alors ok les gars, vous allez voir quelque chose de voilà, mais d'abord c'est un petit peu Lynch. Hein, et le Londres victorien est très très bien. Oui. Un truc, c'est qu'ils ont filmé dans des vrais endroits qui existaient encore à l'époque, qui ont été détruits juste après la fin du film. Ça. Apparemment le tournage était fini, ils ont détruit. Beaucoup de chance. Ouais. Et donc ils se sont retrouvés dans des vrais endroits que de nos jours on peut plus visiter, hélas, de l'Angleterre victorienne. Le freak show se retrouve en fin fond d'une ruelle miteuse. Ouais. Où Treves y va. Et donc l'histoire dit que sa mère s'est pris un éléphant dans la tronche au 4e mois de sa grossesse sur une île africaine inconnue. Oui, ça, les fameuses îles africaines inconnues. C'est pour genre faire frissonner le bourgeois, tu rajoutes un petit peu d'exotisme là et ils sont... Et là on a la découverte de Merrick par le regard de Treves et Hopkins. Et Lynch qui s'amuse avec nous aussi. Toutes les fois où il va où Merrick va pour se tourner vers la caméra coupe pour se remettre vers le regard. Et tu sais que ça s'est fait au montage, ça, parce qu'à la base, David Lynch avait tourné plus de Merrick, qu'on voit, et c'est Mel Brooks qui a dit non, montre-le moins, parce que comme ça, sinon ça ferait un peu trop peut-être film d'horreur. Le requin dans Jaws. Ouais. Oui, non, mais pour le coup... Non, mais c'est ça, c'est le principe du requin dans Jaws, c'est moins tu le montres. Alors, je suis pas d'accord. Parce que pour le coup, là c'est différent, parce qu'en fait, on fait connaissance avec sa timidité et sa sensibilité et son caractère avant de faire connaissance avec son physique. Ouais. Donc il est humanisé par d'autres moyens que par son visage avant d'être dévoilé, pour de vrai. Même si on le voit, il se tient debout, mais ensuite on voit Hopkins qui pleure et du coup on n'est pas choqué comme les gens qui le voient et se mettent à hurler. On fait connaissance avec lui en tant qu'humain sans le voir et ensuite on nous dit maintenant que vous le connaissez, que vous l'aimez, vous pouvez le voir et l'apprécier. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Donc merci Mel Brooks. Merci Mel Brooks. Treves fait un deal avec le patron du freak show, j'ai oublié son nom. Avec son pimp. Ouais, pour que Merrick rejoigne l'hôpital. Donc Merrick arrive avec son sac sur la tête. Yes. Il ne parle pas. Non. Il prend peur et il se cache dans un coin de la pièce comme un enfant vraiment épeuré. Et là, Treves fait son propre freak show devant ses collègues. Ouais. Direct. On n'a toujours pas vu son visage, mais on s'attarde à nouveau sur les visages qu'il découvre. Ouais. C'est beaucoup ça. C'est genre. Et on est un peu. Plus ça avance, plus on est. Vas-y, on veut le voir nous aussi. Tout le monde le voit. Oui, ou quelque part, est-ce qu'on ne se met pas du coup à la place de Merrick aussi, bien sûr. Parce que lui, il se voit pas dans le miroir. Mais... Lui, il se voit jamais. Il se voit tu vois toujours la tête des autres qui est toujours choquée. Donc Treves pense que Merrick est idiot depuis la naissance, parce qu'il n'a pas vraiment d'autres preuves de quoi que ce soit. Il n'a jamais parlé. En même temps, Merrick se fait battre par le gars du freak show. Donc c'est ça sa vie, en plus d'être dans un freak show, il se fait battre. Treves vient le sauver, le White Savior arrive et le sort de son marasme. Ouais. Et on apprend aussi là que si un jour il s'allonge, il va mourir. Oui. Il peut jamais se reposer. Il y a un truc sur lequel on ne s'est pas arrêté, j'aimerais revenir. Vas-y. C'est tous les plans où Hopkins est justement en train d'aller au freak show ou en revenir ou tout ça. C'est où du coup on a un très chouette sound design. Oui. Qui justement fait ressortir le côté révolution industrielle de l'époque. Ça ressemble à Eraserhead. Hein. Voilà. Ça ressemble, on sent que c'est Lynch qui est derrière ça. Voilà, on voit que la musique c'est peut-être John Morris, mais le sound design et la direction artistique musicale c'est Lynch, et ça se ressent, et du coup il y a cette espèce de truc répétitif où t'as l'impression que c'est des machines et tout ça. Et même les scènes où ils sont en France dans la campagne apparemment, il y a du vent constamment. Oui. Un bruit de vent comme dans Eraserhead quoi, tout le temps. Donc Merrick débarque à l'hôpital, il fait peur à une infirmière. Oui. Et c'est la première fois qu'on voit son visage, là, après 3-4 scènes avec. Ouais. C'est assez intéressant, le cri, ensuite, pouf, il est là. Il est là, et il a peur. Il a peur, il a l'air paumé. Et le regard de John Hurt,
Ouais. Vraiment, et tout, quoi. Ouais. Et tout. Il porte le film. Parce que Hopkins, c'est génial aussi. Hein. Oui. Mais l'autre, lui, il joue avec un regard, quoi. Oui. Hopkins, avec une voix, voilà, Hopkins, un souffle. Hopkins, il est en mode je suis un acteur. Voilà. Alors que John Hurt, il est vraiment hyper subtil et vraiment. Lynch, il filme les petites lampes dans l'hôpital qui s'éteignent. Tu sais, on baisse le truc et il y a les petites lampes qui s'éteignent. Et il le filme comme il filmera l'électricité plus tard dans la. Ah, j'ai pas remarqué ça. Ah, il est là pour l'instant, il est encore sur les lampes à huile. Ouais. Et ensuite, il va. D'accord. Mais déjà dans Eraserhead, il y avait des petits trucs d'électricité. Oui, il y avait des non plus qu'à sauter. Mais en tout cas, ce serait c'est l'équivalent dans le cinéma de Lynch d'avoir une lampe qui commencera à clignoter ou un truc comme ça. Ça me donne cette impression, quoi. Et là, on rencontre le garde de nuit, qui est un bon connard, voilà, et qui visite dans sa chambre. Le lendemain matin, il y a son pimp qui revient. Ouais, son pimp qui revient, mais d'abord il y a une scène avec des femmes qui se battent dans l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Et c'est très étrange et c'est très Lynch où d'un seul coup il se dit viens, on met une scène avec des femmes qui se battent sans aucune raison comme ça. Ouais, je sais pas si c'est pour montrer l'époque, pour qu'il se faufile en fait, en gros, c'est pour qu'il puisse rentrer dans l'hôpital sans qu'on le voit. Ça. Tu vois, il se faufile. On a une belle scène, voilà, avec Hopkins qui dit I can't help you unless you help me. Ouais. Je peux pas t'aider si tu ne m'aides pas. Et l'Amérique se met enfin à parler et la voix de Hurt, elle hurt, quoi. Oui. C'est vraiment extrêmement touchante. C'est très très... Parce qu'il il a une voix très très vulnérable et... J'ai failli me mettre à chanter Hurt avec la voix de John Merrick. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. Je t'en supplie. Non. Et donc il dit Hello, my name is John Merrick. Des phrases... Mon cousin, j'en parle de temps en temps. C'est pas un mec qui regarde beaucoup de films. D'ailleurs, il va peut-être écouter cet épisode parce que le seul film de Lynch qu'il a vu, c'est Elephant Man et il avait adoré ce film. Ouais. Et il m'avait juste envoyé un message pour me dire qu'il l'avait vu en me disant Hello, my name is John Merrick. Oh. Et je fais. Enfin, donc c'est vraiment le truc qui marque les gens, quoi. Et donc il lui dit tu peux parler. Il lui dit oui, je peux chanter. Il fait des jazz hands. Si seulement. Il sort une canne et un chapeau de nulle part. Hello my darling, hello my darling. Ouais, on se marre, Elephant Man. C'est pas l'épisode le plus drôle qu'on va faire. Donc on fait vraiment tout ce qu'on peut. Hein. Et ouais, le freak show guy, il revient pour récupérer Merrick, mais il se fait envoyer chier. On va y balader. Et l'espèce de régent, là, il arrive à la rescousse. Et Merrick apprend à bien parler avec la Bible. Parce qu'apparemment, pour l'instant, on pense qu'il apprend à parler. Ouais. Alors que non, en fait, il sait très bien parler. Le vrai, apparemment, sur la fin de sa vie, c'était plus possible, je pense, de parler. D'accord. Il n'y a plus de mâchoire et tout. Enfin, sa mâchoire, c'était un truc énorme. Il ne pouvait plus la bouger. J'ai appris beaucoup de choses avec les documentaires de voyeurs. Donc, il lui apprend des versets de la Bible, des formules de politesse et tout, pour bien préparer la petite visite que du coup le régent devait leur rendre le lendemain. Il lui dit est-ce que je peux le... Ouais, c'est quoi lui? C'est le président de l'hôpital Ouais, c'est ça. Et du coup, il lui dit ton patient, est-ce que je peux le voir? Tony Hopkins, il fait oui. Et il dit demain après-midi alors. Ok, très bien. On va... parfait. Et du coup, la visite se passe super bien. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était quand même un petit coup monté, quoi. Donc du coup, il quitte la pièce. Et là, Merrick se met à gueuler la Bible, mais un passage qu'on lui a pas appris. Voilà, c'est le twist. Et on apprend qu'il avait peur d'avouer qu'il pouvait parler. Et c'est vraiment la vie qu'il a dû avoir avant, au point d'avoir honte de parler, quoi. C'est que sûrement à chaque fois qu'il devait l'ouvrir, l'autre le tape, quoi, dans le freak show. Et du coup, le régent, il a de la compassion, etc. Et finalement, au fur et à mesure, les gens qui l'entourent, ils se mettent à l'aimer assez vite. Parce que c'est une âme très touchante. Ouais, complètement. Ouais. En plus, il a un côté artiste. Ouais. Qu'on découvrira plus tard. Là, il y a l'actrice Madge Kendall qui apprend l'existence de John dans les journaux et elle réapparaîtra un peu plus tard dans le film. C'est vrai qu'elle sort un peu de nulle part dans le film comme ça. Oui, c'est un peu genre petit foreshadowing de elle qui est petit foreshadowing et c'est 1 heure plus tard qu'elle réapparaît. Voilà, c'est ça. Ok, Lynch. Je savais pas où la mettre dans le film. Par contre, ce qui est dur, c'est qu'il faut rétablir la balance. Et on a vu pas mal de compassion. Donc maintenant, il va falloir qu'on voit de la cruauté. La cruauté. Donc c'est le gardien...
c'est l'espèce de gardien du garde de nuit. Ouais, le garde de nuit qui est dans le bar et qui... Ils vendent des tickets pour que les gens aillent voir John. Donc, des gens viennent la nuit et souvent lui hurlent dessus. Voilà. Et donc lui-même il a peur de la nuit, il le dit à un moment, il fait night, il dit comme ça. Je me dis putain, genre toute la journée c'est bien et d'un seul coup c'est la nuit. Ouais, c'est tellement triste. Non mais comme les victimes d'abus un peu quoi. Voilà. Bah oui. Ensuite on a plan de la ville, fumée, cheminée, les bruits drônants de machines, etc., d'inhumanité. Il n'y a pas d'arbres. Non, il n'y a pas d'arbres. Pas de trees. Il manque énormément d'arbres. Pas de trees. Mais c'est marrant parce que quand j'ai vu le film, j'avais vraiment une lecture genre c'est le clash entre l'humanité de Merrick et la cruauté, l'inhumanité de la ville, enfin des gens qui sont comment dire, la froideur de la machine industrielle qui se met en route. La vie citadine, ce genre de voilà, les gens qui perdent leur humanité. Mais en fait, Lynch il a pas du tout cette lecture-là. Et dans un entretien qu'il a eu avec les cahiers du cinéma, il explique que les plans de fumée, déjà, c'est un peu un parallèle esthétique avec les difformités de Joseph Merrick. Et il dit... Il a une tête de nuage. Hein. C'est pas une tête d'éléphant qu'il a, c'est une tête de nuage. Une tête de nuage, exactement. Et il dit, ce film, c'est sur un homme étrange, magnifique et innocent, mais c'est aussi sur la révolution industrielle, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et on voit des images d'explosions, et ça m'a fait penser aux excroissances de Merrick. C'est comme des explosions lentes. Et du coup, les hommes, c'est un peu comme des petites usines qui ont en commun des fluides, des changements, des produits chimiques. Ils se décomposent, ils se transforment, et c'est incroyable. Voilà, c'est comme ça que Lynch parle de cette espèce de parallèle entre l'industrie, la révolution industrielle et l'humanité. Donc moi, j'avais pas du tout la même lecture. On se décompose, et c'est incroyable. C'est incroyable. It's wonderful. Il fait ses petits papillonnements de main. Là, on a John qui se fait beau. Oui. Il va au thé avec Treves et sa femme. Oui, très touchant encore. Une belle scène où John pleure, il parle de sa mère. On apprend quand même une partie de la personnalité de Treves dans une petite phrase quand il lui demande mais ils sont où vos enfants ? Ouais. Et là tu dis les enfants ils sont pas là. Et en gros il a dit aux enfants de rentrer et de pas aller voir le... Ouais, et du coup, il fait connaissance avec toute la famille, mais par les photos, en fait. Voilà. Et c'est là qu'il montre la photo de sa mère et que c'est une surprise pour tout le monde qu'elle soit si belle. C'est très touchant. Et j'ai un petit truc que j'aime bien. Donc, le vrai Joseph Merrick, il a vraiment fait une maquette de la cathédrale de l'hôpital, qui existe encore de nos jours. Oui. Mais la différence, c'est que dans le film, il récupère un truc dans les poubelles pour la faire et il l'imagine parce qu'il peut pas la voir complètement. Alors qu'en vrai, c'était des kits qui étaient vendus pour les enfants pour qu'ils puissent monter. Parce qu'il le fait une main, lui, en plus. Ouais. Donc du coup, c'était un kit comme ça, une sorte de jeu pour enfants victorien. Il a fait un truc hyper compliqué avec, quoi. Voilà. Treves avoue qu'il ne peut pas le guérir, il peut juste l'aider. Mais il est clair avec lui, au moins, il est honnête, et il lui dit, en gros, il lui fait comprendre, on va prendre soin de toi. Treves est très... il met un certain temps à se rendre compte que tout ce qu'il fait, c'est pour sa propre gloire. Et on n'y est même pas encore au moment où il a vraiment sa crise existentielle. On y revient, allez. Mais c'est assez clair que c'est un parallèle entre le pimp de Merrick et du coup Treves. Oui, carrément. Où c'est vraiment genre, il y en a un, il est riche et l'autre il l'est pas, quoi. Mais au départ, il y en a un qui lui a appris les bonnes manières, et ça. il est poli, etc. Mais au final... Et jusqu'à un certain moment, ils sont plus ou moins... Voilà. Et au final, tout le monde le traite comme ça, parce que le gardien de l'hôpital... Le gardien de l'hôpital... prison, mais... Ouais. Non, plus un hôtel qu'une prison. Mais oui, le gardien aussi. On arrive à une très belle scène avec l'actrice, donc Madge Kendall, qui vient avec des livres et des cadeaux. Et elle l'observe, et lui il se sent observé. Et là, ils refont Roméo et Juliette. Ça m'a déchiré le cœur. C'est une des plus belles scènes du film. Elle est très très belle. Le problème, c'est qu'elle vient avec les scènes d'ensuite, où on le voit, on voit pas un montage vraiment, mais on voit d'autres moments qu'il a avec des gens de la haute société, que là il se met à parler de leur mère, de sa mère, etc. Et ils en ont rien à faire, tu vois. Et tu te dis, au final, lesquels l'aiment vraiment et lesquels, tu vois, il y a toujours ce côté-là où tu te dis lesquels viennent le voir pour l'homme. Pour l'homme, et elle le prouve. Elle le prouve parce qu'elle dit t'es mon égal, on peut tous les deux jouer une pièce ensemble. T'es Roméo, je suis Juliette, on est au même niveau. Qu'il a vraiment du théâtre. On est au même niveau et c'est le meilleur moyen de prendre quelqu'un au sérieux, quoi, de dire voilà, tiens.
Ouais. Elle l'embrasse. Elle l'embrasse sur la joue et tout. Vous n'êtes pas un homme éléphant vous êtes du Roméo. tout. Vous êtes Roméo. C'est mignon. C'est très Ouais, c'est peut-être la scène qui m'a fait verser une petite larme Ouais. Moi aussi. dans ce film. Très très belle film. Très très belle. Avec la fin aussi qui est quand même bien. On en parlera. Oh, Mr. Merrick. You're not an elephant man at all. No. You're Romeo. Et là donc il devient la mascotte de la haute société londonienne, comme je te C'est disais, et pendant ce temps-là, le garde de nuit continue à venir le terroriser. Et là on a un instant Lynch avec des cris de femmes, des machineries, on entre dans un rêve, je pense, de l'éléphant. Ouais, en fait on rentre, j'ai noté parce qu'en fait on rentre pas dans sa tête, on rentre dans son masque. Oui. Et donc du coup Ensuite, on rentre on va dans dans le masque. lui du passé. Et sa pire version aussi, celle qui se cache. Exactement, ouais, exactement. Et on voit des tubes, il y a les mêmes bruits de fumée et de machines, c'est très H.R. Giger d'ailleurs. Ouais. Non, mais même les cris de femmes avec la machinerie et tout, Ouais, je fais oh Lynch, ok. On aurait dit une pub de Lynch, tu sais, les pubs de Lynch. Pour vendre quoi? Et il fait toujours des pubs comme ça, les PlayStation et des trucs comme ça, de ce coup, t'as un hibou qui fait, il faut voir la pub PlayStation oui. faite par Lynch. Et ouais, donc on voit le garde de nuit qui est là, tranquille, dans son rêve qui le hante, et il lui montre un miroir. Ouais, et lui, ce qu'il voit dedans, c'est un éléphant. Ouais, au départ, il voit son visage, il voit son visage, devient... ensuite, ouais. il voit un éléphant. Mm. Et là, il se fait tabasser. Sympa ses rêves. Ouais. Et là, Reeves, d'un seul coup, il se rend compte qu'il a peut-être un peu merdé. Merde. Merde. Et du coup, heureusement, il a besoin du personnage féminin. C'est pour lui dire, t'es un homme bien. T'es un homme bien. Mais ouais, il a un petit moment où il est là, genre, je suis tiraillé. Et il réalise qu'en fait, il a fait de Merrick, une fois de plus, un animal de foire. Et qu'il dit, suis-je quelqu'un de bien? Suis-je quelqu'un de mal? En même temps, il y a le conseil qui est pas content et qui veut virer Merrick, peut-être. Mm-hmm. Ouais, petite réunion. Mais d'un seul coup, il y a Alexandra, princesse de Galles. Voilà, elle pète la porte du pied. L'aide de la reine, motherfucker. Et ouais, donc la reine Victoria est très heureuse de la manière dont l'Elephant Man a été traité. Voilà. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire quand c'est comme ça? Et du coup, ils attribuent une chambre à vie à Merrick, à l'unanimité. Ils font taire l'autre connard là qui. Et c'est là que la sitcom commence. Quoi? Mon idée de sitcom. Okay. Allez, on est parti. Alors, mon idée de sitcom, c'est la vie de Merrick. Et à chaque épisode, il y a un visiteur différent. Ok, est-ce que au début ils ont rien en commun et à la fin ils sont très potes? Ça, c'est avec Treves. Ok. C'est le voisin qui vient. C'est l'arc général. C'est le voisin qui vient. Et... Voilà. Mais l'idée de sitcom, c'est donc à chaque épisode, il y a un nouveau guest star. Donc ça peut être Will Smith, ça peut être. Ça peut être Bruce Willis. Très bien. Voilà. Tout ce qui rime en is. Oui. Et donc voilà, c'est là mon idée de sitcom Elephant Man. Envoyez-moi de l'argent à ABC, NBC et toutes les grandes chaînes. Très bien. Et là, ouais, on a une scène qui est violente avec le garde qui ramène du monde dans le freak show. Parce qu'encore une fois, on a eu de la compassion, il faut qu'on ait de la cruauté. Ouais. Et on a ce connard de gardien qui vient péter les bonnes vibes, comme j'ai noté. Oh, mais tout allait bien. Mais ouais. On était contents, et puis à seul coup, on n'est plus contents. Et le pauvre Merrick qui est complètement traumatisé, et terrorisé. Ça, moi j'ai noté ça le soirée. Franchement, ça le soirée. C'est horrible. Sa maquette, elle est cassée. Oui, qui est d'ailleurs une bonne métaphore. Hein. Le freak show, le mec du freak show, il vient et il le chope au passage, et il l'embarque avec lui. On a une petite scène avec Trips qui se bat contre le garde pour un peu récupérer son humanité. C'est un peu cette scène-là où il se bat contre les deux versions de l'hôpital. On a le garde qui profitait de lui et on a Trips qui profitait de lui sans vraiment le savoir. Et là, maintenant qu'il s'en rend compte, c'est ça. Il décide de casser la gueule de son doppelganger. En gros. C'est ça, de la partie mauvaise, de ce qui représente la partie mauvaise. Et d'ailleurs, il y a le gardien qui dit mais tu peux rien contre moi, il y a seule l'infirmière en chef, elle peut me toucher. Elle arrive par derrière, elle lui met un coup. Badass motherfucker. Et donc Merrick est de retour sur le circuit des frics en France. En France cette fois-ci. Voilà. Parce que l'homme tatoué. Venez voir l'homme tatoué. Venez voir l'homme tatoué. Non, on ferait pas beaucoup d'argent de nos jours. Ah, non. Et là, il y a le vent en fond sonore. Ouh, ouais. Tout le temps. Vraiment du classique Lynch. Mm-hmm. Et Merrick, il est dans une cage avec des babouins pas contents. Quoi. Bah ouais, c'est Bites qui est sous et qui l'enferme dans avec une des cage. babouins. Quoi. C'est horrible.
Dès que tu vas 2 secondes pour fermer tes yeux, t'as... C'est vraiment... Horrible. J'ai noté vraiment putain de dur à voir. Merci Dorian. Voilà. Et les frics le sortent de là, donc les nains, la femme à barbe. Et Là, on est vraiment dans la citation de Todd Browning. Là, on est dans du frics total, qui s'entraident, qui sont là pour l'un pour l'autre. Et il revient à Londres, et là, il y a des petits orphelins de merde de Charles Dickens de merde qui décident de lui courir après. Il dit, ah, monsieur, pourquoi t'as une tête comme ça? Pourquoi t'es pas beau? Ouais. Et là, il y a une des scènes les plus flippantes. On a une scène les plus angoissantes. Angoissante, exactement. Vraiment angoissante. Où il se fait poursuivre dans le métro, pas dans le métro, dans le train, enfin en sortant du train. Et véritable cauchemar, quoi. Ouais. Et il se retrouve complètement acculé, là. Et donc il gueule la fameuse phrase. I am not an animal! I am a human being! Et Batman. tout le monde ferme sa gueule. C'est Batman. Et en fait, il enlève son masque. Batman, c'est Bruce Wayne. Non. Et donc il est de retour à... il est de retour à l'hôpital. On a loupé le caméo de David Lynch. Ah. Parce qu'il fait partie des gens qui coursent Joseph Merrick. Here they are, Albert. Faces of Stone. Faces of Stone. Et donc il a un petit chapeau et un faux nez, je crois. Et, ok, donc difficile à... Ouais, ok. C'est pas une Hitchcock qui à chaque fois il se pointe et fait... Il regarde la caméra. Hello, I'm Alfred Hitchcock. Ok, mec. Blink and you'll miss me. Ah, ça devrait pas aussi autant faire rire. Bref, pardon. Et donc ils vont à l'hôpital, Treves et lui ils font la paix, ils sont un gros câlin et tout va bien. Ils vont même à l'opéra, ils vont voir Cats. Ouais, du coup il l'emmène enfin au théâtre. Et je me suis rendu compte en voyant ça que Lynch il devrait filmer de la danse contemporaine. Ou non, il devrait faire les set designs. Il devrait arranger les set designs et limite chorégraphier quoi. Oui, bah voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Oui. Parce que oui. Il devrait être le nouveau Andrew Lloyd Webber. Je pense que c'est une bonne. Ouais, non, mais je trouvais que c'était bien filmé cette scène. Ouais, ça serait intéressant de voir Lynch faire le plus bonheur, et puis il y a un ange qui reviendra dans Firewalk With Me, spoiler alert. Oui. Ouais, voilà, le spectacle est dédié à John Merrick. Mm-hmm. Et donc il rentre chez lui, sa cathédrale est finie. Ouais. Il y a Adagio pour cordes qui passe. Et il décide de se tuer. Ouais. Parce que tout va bien dans sa vie. Parce qu'il a jamais été aussi heureux. Voilà. Donc il sera jamais aussi heureux. Il est au top. C'est moi où Eraserhead et Elephant Man finissent de la même manière, mais de manière différente. Il y en a un, il est au plus bas. Ouais. L'autre, il est au plus haut. Là, il y en a un qui vient de tuer son fils et l'autre qui est bien, là. Ouais. Du coup, il enlève ses oreillers et pour la première et la dernière fois, il va pouvoir dormir comme les autres. Exactement. Voilà, il peut dormir pour de bon, il peut faire comme le petit dessin qu'il avait à côté de son lit. Et il meurt à 27 ans et donc il rejoint le club des 27 au paradis. D'accord. Et donc maintenant il a la batterie. Dorian est parti. Fin du podcast. Oh mon dieu. Non, je ferai pas de blague. C'est la fin la plus triste de tous les films de Lynch. Et non. Elle est bien triste. Non, c'est pas la plus triste. Bon, elles sont toutes. Oui, elles sont à leur jamais manière, très... franchement, souvent tristes. Ouais. Tu penses à Firewalk With Me. Ouais. Triste. Même s'il y a de l'espoir dans la fin de Firewalk With Me, c'est quand même super triste. Tu penses à Mulholland Drive, la fin, elle retourne la fin. Eraserhead, c'est aussi une fin triste. Ouais, en fait, j'ai rien dit parce que c'est vrai que. Mais disons que c'est. Ouais, c'est une fin très, très triste académique. Oscar, Adagio for Strings. Oui, d'ailleurs, Adagio for Strings, c'est le premier à l'avoir mis sur la map. Oui, parce que ça a été réutilisé ensuite, ça a été pub. C'est surtout connu pour Platoon d'Oliver Stone. Ouais. Et le visage de sa mère l'accueille dans les étoiles. Ouais. Et là, elle dit le poème Nothing Will Die de Lord Tennyson. Never, oh never, nothing will die. The stream flows, the wind blows, the cloud fades, the heart beats. Nothing will die. C'est beau comme fin.
C'est une très belle fin. C'est super beau. Très belle fin. Je voudrais juste un petit peu parler de l'après. Allez, parlons de l'après. Donc il a eu 8 nominations aux Oscars, Elephant Man. Lynch l'a appris alors qu'il était en France, en train de faire des interviews pour le film, et il déteste faire ça. Et le moyen pour lequel ils ont réussi à l'avoir dans un endroit pour que chacun puisse aller lui poser des questions sur le film, c'est qu'ils lui ont fait découvrir dans un restaurant les pommes frites. Et il est devenu amoureux des frites, Lynch. Et donc du coup il le tenait comme ça. Il a attendu 30 ans. Bah je sais pas, visiblement. Enfin c'est bizarre quand même parce qu'aux États-Unis il doit y en avoir, mais j'en sais rien. Oui je pense. C'est eux qui l'ont vraiment. Bon, en tout cas voilà, il était à Paris quand il a appris que le film avait 8 nominations, mais il n'y en avait pas pour la photographie. Ce qui n'a pas de sens, puisque c'est une photographie absolument... Les 2 acteurs sont nommés je crois. Ouais je crois, ouais. Et il était d'ailleurs... pour le meilleur film, il était nominé et c'était... il y avait 2 films en noir et blanc. C'est un peu anecdotique, mais c'était un petit peu un moyen de aussi nommer Raging Bull de Scorsese, qui était aussi... mais ils ont tous les 2 perdu face à Ordinary People de Robert Redford. Voilà, qui a gagné. Encore une fois, petit point, Elephant Man aurait dû gagner. Je l'aurais donné à Raging Bull. Raging Bull. Ouais, largement. D'accord. Ah oui. Ouais. Ah, c'est un des meilleurs de Scorsese, celui-là c'est pas un des meilleurs Lynch. C'est vrai. Non, voilà, c'est vrai. Ça règle le problème. En revanche, en France, ça s'est mieux passé. Oui. Puisqu'il a gagné le César du meilleur film étranger en 82 et aussi le fameux prix du syndicat français de la critique de cinéma même année. Voilà, donc les gens de la critique aime bien étaient là, genre oui. On adore Lynch. Ouais. La France c'est vraiment on n'est pas beaucoup à l'aimer. Mais on fait du bruit. On l'aime beaucoup. Non, voilà, c'est quand tu vois les cahiers qui font 4 fois leur couverture sur lui en une année, à l'époque de The Return. Ouais. Tu te dis, quand même, le nombre de bouquins, d'études, de machins, les archivistes de Lynchland, c'est des Français. Enfin, voilà, on a des tonnes de trucs. Ceux qui font les meilleurs tweets, où tu prends Drill. Et ben, je te le donne en mille, ils sont français. Ils sont français. Faudrait qu'on arrive à l'avoir en interview, le mec qui a fait ça. Drill. T'es malade. J'arrête tout si j'ai besoin. Toi, t'as fait le Photoshop alors. Mon meilleur travail, mon partage le plus partagé. Voilà. Génial. Le travail que t'as fait qui a été le plus partagé. Oui, c'est pas à chialer ça. Drill. Ah mon dieu. Enfin. Donc voilà. Les gens qui nous suivent pas sur Twitter doivent pas comprendre de quoi on parle du tout. On est désolé. Vous inquiétez pas, une fois que la hype va être passée, on tournera la page. On sera de retour à la normalité. Le prochain épisode, oui, on se retrouve pour Dune. Oui, ça va être intéressant ça. Et normalement, on a Laurent Doucet avec nous. Oui. Qui m'a dit qu'il était spécialiste de Dune. il a intérêt à... Lui et moi, on a fait un podcast ensemble qui s'appelle Bondsplaining, qui est sur James Bond. Et on a fait une bonne 30aine d'épisodes ensemble. Donc ce sera marrant de l'avoir pour parler d'autres choses que Bond, quoi. Ouais. Il a intérêt à avoir lu tous les bouquins, je te le dis. Parce que clairement, moi je vais essayer de lire le plus possible parce que j'ai acheté le bouquin. Okay. Mais nous, ça va être le film, quoi. Ça va être la production, ces trucs-là. Là, on est bon. Ça va être celui de Jodorowsky. On pourrait aussi se pencher sur ce que Villeneuve est en train de faire, hein, pourquoi pas. Oui, on pourra. À la fin de l'épisode, on fera une petite ouverture. Partie, Notre intro, c'est Jodorowsky. Ouais, non, mais je trouve qu'on peut parler des 3, quoi. Ouais. On va faire 5 heures l'épisode. Ça va être énorme parce qu'il y a un paquet de trucs à dire et non, ça va être super intéressant, donc j'ai hâte. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de Elephant Man, de Dune. Et puis même du podcast. De nos blagues sur Drill. De nos private jokes. Vraiment, faites-nous des retours. Des retours. Non, n'hésitez pas, on est sur Twitter Lynchplaining. On est sur Facebook Lynchplaining aussi. Je suis le French Accent sur Twitter. Dorian TWP. C'est ça. Voilà. À la prochaine. Salut.